Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi, le dernier jour d'abord du procès en appel des financements présumés libyens de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Place à la plaidoirie des avocats de l'ancien président de la République. L'audience a commencé il y a une demi-heure. Le parquet général a réclamé 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy. Des cessez-le-feu sérieusement menacés et en Iran et au Liban. Téhéran accuse Washington d'avoir violé la trêve avec les frappes de lundi soir contre des sites de lancement de missiles. Israël, de son côté, renforce, comme elle l'avait annoncé, son offensive contre le sud-Liban, bastion du Hezbollah. Si on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, on peut peut-être déplacer des montagnes. Le nouvel espoir du tennis français s'appelle Moïse Kouame. Il a donc 17 ans et s'est offert sa première victoire en Grand Chelem hier en battant sur la terre battue parisienne le Croate Silic. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, nous allons en Ukraine avec mes invités. 2 journalistes qui ne travaillent pas pour le même quotidien, mais qui ont pour point commun de raconter la guerre à hauteur d'hommes et de femmes. Redonner leurs histoires à tous ces anonymes emportés par l'histoire avec un grand H, qu'ils soient ukrainiens ou russes d'ailleurs. C'est aussi lutter contre le sentiment de fatalité qui peut nous saisir après 4 ans d'une guerre qui semble sans fin. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Ariane Chemin et Véronica Dorman. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Ariane Chemin. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes grand reporter au Monde et vous signez La guerre, ce sont les noms propres qui vient de sortir aux éditions du Sous-sol. Livre dans lequel vous tissez le destin croisé de 2 écrivains ukrainiens tués par les forces russes, victimes de crimes de guerre dans des circonstances sur lesquelles on va revenir dans un instant. Bonjour Véronica Dorman. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau. Vous êtes, quant à vous, reporter à Libération, ancienne correspondante de la rédaction à Moscou. Vous avez traversé l'Ukraine il y a quelques semaines, du sud au nord pour Libé, d'Odessa à Kiev, en longeant la ligne de front. De ce voyage et de vos reportages pour Libé, on retient aussi, comme pour Ariane, je le disais à l'instant, la guerre racontée au ras du sol, guerre que vous racontez des 2 côtés de la frontière, d'ailleurs côté ukrainien ou côté russe. Je pense à vos derniers papiers sur Mikhaël, ce déserteur de l'armée russe, ou encore à Maria et Alexis, chassés de la Russie de Poutine pour un dessin d'enfant à retrouver dans Libé. Les histoires doivent être à tout prix sauvées, bondir d'un corps mourant à un autre plus vivant. C'est un peu leur seule chance de survie. C'est une phrase de Victoria Amelina qui ouvre votre livre, Ariane. On racontera son histoire dans un instant. Est-ce que, et c'est ce que vous faites toutes les deux au Monde et à Libé, redonner des noms aux victimes de la guerre et plus largement à ceux qui en souffrent et surtout écrire leurs histoires, comment le conflit les a percutés dans la banalité de leur existence. Est-ce que c'est pour toutes les deux, je vous pose d'abord la question à vous, Ariane, c'est un genre d'impératif moral? Oui, je pense qu'on a eu un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on a voulu incarner cette guerre qui reste quand même assez abstraite, avec des noms que les Français ne connaissent pas forcément, un grand pays qui était quand même largement ignoré avant 2014 et encore plus avant 2022, et essayer moi qui ne suis pas du tout une reporter de guerre, moi qui ne suis pas du tout une spécialiste de la Russie ni de l'Ukraine, c'était de me dire, je vais me mettre dans cette situation de quelqu'un à qui la guerre tombe dessus, au sens propre d'ailleurs, puisque l'une de mes héroïnes, elle a le toit d'une pizzeria qui lui tombe dessus après un missile Iskander. Et qu'est-ce que ça fait, ça, quand on a toujours vécu dans l'idée que la guerre ne reviendrait jamais, que c'était quelque chose qui appartenait au passé, que c'était la fin de l'histoire. C'est ça que j'ai essayé de raconter. Et vous, Véronica, donner des noms, des prénoms, des histoires à tous ces Ukrainiens et aussi à quelques-uns des Russes avec lesquels on peut rentrer en contact, c'est quoi? C'est une obligation morale? Alors, il y a de ça, mais aussi, c'est à peu près la seule chose que je sache faire aussi, un peu comme Ariane. C'est-à-dire que je ne suis pas reporter de guerre au départ. Il se trouve que la guerre est venue sur les territoires dont j'étais que je couvrais. Et c'est surtout parce que le plus impressionnant quand on y va sur le terrain, c'est les gens, en fait, et c'est ces rencontres-là. Parce que quand on parle de guerre, on parle d'armes, de missiles, de tranchées. On imagine des soldats dans la boue. Et il y a beaucoup de ça aussi en Ukraine, parce que c'est une guerre qui nous ramène un peu archaïque, qui nous ramène un peu au XXe siècle. Mais ce que nous rencontrons quand nous y allons, à commencer par le quai de gare à Kiev, si on arrive à Kiev, ou Odessa, si on arrive en voiture, c'est tout de suite des personnes, c'est des gens
qui vivent là tous les jours, qui ne dorment pas la nuit parce qu'il y a des alertes aériennes ou parce qu'il y a des bombardements ou des attaques, mais qui sont comme nous et qui continuent d'essayer de mener leur existence. Et c'est peut-être la chose la plus impressionnante dans cette guerre qui dure depuis 4 ans maintenant. On n'a pas idée, nous, ici, ce que c'est. On pleure depuis 2 jours parce qu'il y a un peu de canicule, il fait un peu chaud, mais on n'a pas idée ce que c'est. Une guerre qui dure depuis 4 ans et qui touche quasiment tout le territoire, à degrés divers. Et qui continue d'aller à l'école, d'aller au travail, de planter des fleurs, de draguer, de danser, de s'aimer, de divorcer, de se quitter. Et tout ça, ça continue. Et c'est certainement, moi, la leçon la plus impressionnante que j'en tire, et à chaque fois que j'y retourne, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la lassitude, quelles que soient les conditions météo, c'est les gens en fait qui racontent cette histoire mieux que les armes. On n'a pas idée, c'est vrai que dans cette guerre ukrainienne, il y a beaucoup de paradoxes, elle est ultra documentée, contrairement à d'autres terrains de guerre, on peut penser bien sûr à la guerre à Gaza, toujours fermée aux observateurs étrangers, faut-il le rappeler. Et pourtant, en Ukraine, il faut remonter le fil des anonymats, il faut faire ce travail pour raconter ces histoires. En fait, quand je me suis attachée à l'histoire de ces 2 écrivains, je me suis dit que c'était des personnalités qui étaient quand même un petit peu connues en Ukraine. C'est une histoire qui a été racontée, je suis sûre que Véronique la connaît. Mais je me suis dit, est-ce que je n'aurais pas dû choisir des anonymes même. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, raconter l'histoire de 2 écrivains victimes de la guerre, quand on sait que cette guerre, elle veut d'abord, dans la tête de Poutine, anéantir tout ce qu'il y a d'ukrainien, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus ukrainien, au fond, que la culture et la littérature. Et donc, ça m'a semblé, finalement, que ça pouvait avoir une justification de raconter cette histoire, outre le fait que c'était une série noire qui s'est engagée en 2022, un premier écrivain qui disparaît, une autre écrivaine qui veut essayer de sauver son écrit et qui disparaît à son tour, la maison, l'imprimerie qui avait imprimé leurs 2 livres qui est bombardée. Et j'ai appris d'ailleurs il y a 2 jours encore que l'un des personnages de mon livre, une personne de mon livre, Catalina Gomez, qui accompagnait cette Victoria Amelina dans la pizzeria qui a été bombardée en 2023, eh bien, elle a dû quitter en catastrophe son immeuble il y a 2 nuits parce que pour la première fois depuis 2022, elle s'est réfugiée dans le métro. Bien lui en a pris, puisque son immeuble a été détruit à Kiev. Qu'est-ce que la guerre? Ce sont les noms propres. C'est une citation du poète ukrainien Maxime Krivtsov, qui a lui aussi été tué au front en janvier 2024. Il avait 33 ans. Vous auriez pu raconter son histoire, Ariane, mais donc vous avez choisi de raconter celle de Volodymyr Vakulenko et Victoria Amelina. On a vu leur photo derrière vous il y a quelques instants. Volodymyr, d'ailleurs, vous dites que quand on va en Ukraine, on a l'impression que tous les hommes s'appellent Volodymyr. Il avait 50 ans quand il a été enlevé et exécuté par les forces d'occupation russes dans la région de Kharkiv, où il était resté en dépit de les appels que lui avaient lancés ses proches. Il a un fils autiste. Et puis Victoria Amelina, elle avait 37 ans et vous l'avez dit à l'instant, elle a été blessée mortellement dans un bombardement d'une pizzeria où elle dînait à Kramatorsk. Tous les 2 étaient écrivains. C'était peut-être leur seul point commun, car tous les distinguaient dans la vie. Elle, c'est une fille plutôt de l'Ouest, et lui, c'était un type de l'Est. Et la guerre, donc, a lié leur destin, si on peut raconter leur histoire. Oui, la guerre a lié leur destin dans une sorte de pacte presque faustien, puisque cet écrivain, il est quand même pas très connu, il n'arrive pas à percer, il écrit des livres pour enfants, parce que, à vrai dire, le roman ne lui convient pas très bien. Victoria Amelina, elle était en train de devenir une écrivaine qui compte. D'ailleurs, ses livres sont formidables, et elle avait fait des cours de creative non-fiction aux États-Unis, elle avait percé, et au fond, en voulant retrouver ce journal d'occupation que Volodymyr Vakulenko avait enterré sous un cerisier dans son jardin de ce petit village du nord-est de l'Ukraine, parce qu'il a compris que puisque les Russes avaient occupé son village, il allait lui arriver quelque chose. Cette Victoria Amelina qui, elle, s'engage dans une ONG pour essayer de documenter les crimes de guerre et qui retrouve ce journal d'occupation, elle le sauve de l'anonymat. D'une certaine manière, elle lui donne une gloire posthume, hélas, puisque ce sera finalement le meilleur livre de Volodymyr Vakulenko. Il ne saura jamais qu'il a un livre qui a été traduit en anglais, qu'il aura désormais une rue à son nom dans son village. Elle le sauve de l'anonymat, mais en même temps, lui, d'une certaine manière, il l'entraîne par la main dans la mort. Et je trouve que ça a quelque chose de faustien et de complètement invraisemblable comme histoire. Lui, il a été probablement dénoncé par quelqu'un de son village. C'était un opposant des forces russes, un patriote ukrainien. Et elle a été tuée dans une frappe russe dont
pour laquelle il n'y avait aucune justification militaire. La vérité, c'est que ce vers de ce poète que vous avez cité, la guerre, ce sont aussi les noms propres, c'était l'idée de donner un nom, c'est-à-dire que j'aimerais bien que les lecteurs se souviennent de ces deux personnes, qu'elles incarnent quelque chose pour eux dans cette guerre en Ukraine, mais c'était aussi l'idée de donner le nom des commanditaires. Parce que si vous consultez les dossiers très très précis, très volumineux qui sont rédigés par les ONG, eh bien on remonte très souvent au nom des commanditaires. Et donc, par exemple, on connaît très bien le nom de la personne qui a décidé de lancer ce missile Iskander sur la pizzeria où se trouvaient beaucoup d'autres personnes que Victoria Amelina, mais quand même. Et quant à Volodymyr Vakulenko, en consultant le même dossier rédigé par la même ONG, Truth Hounds, eh bien on voit que les Russes qui occupaient le village, qui étaient d'ailleurs logés dans des maisons que les villageois appelaient les maisons de la Gestapo, ils l'avaient repéré parce qu'il était le seul du village à avoir été à Maïdan. Il était monté jusqu'à Kiev en 2014 pour la Maïdan. Et il appelait celui de Maïdan. Et il connaissait ses adresses antérieures. Donc c'est vraiment lui que ces Russes-là voulaient tuer. Eh bien, le nom de ces personnes qui ont décidé de tirer 2 balles de pistolet Makarov dans le ventre de Volodymyr Vakulenko, de le laisser ensuite dans un fossé comme on l'a fait à Boutcha, parce qu'il y a plein d'autres Boutcha en Ukraine. On l'a retrouvé 6 mois plus tard. Son Exactement, après de longues recherches, 6 mois plus tard. Eh bien, ces gens-là, on peut aussi leur donner des noms. Et qui sait, un jour, en cas de paix juste, peut-être les condamner. Et oui, il ne s'agit pas que de nommer que les victimes, mais il faut aussi nommer les bourreaux. Alors ça, c'est le grand problème de la Russie qui n'a jamais historiquement nommé ses bourreaux, et c'est un peu une espèce de mal originel même du régime d'aujourd'hui, parce qu'il est issu d'un régime qui a aussi annihilé des gens et qui n'a jamais su ensuite nommer les responsables, enfin, ou en tout cas donner des noms, ni d'ailleurs établir le nom de toutes les victimes. Donc nommer les bourreaux, c'est quelque chose que la Russie n'aime pas faire. Mais je voulais juste, pour rebondir un peu sur ce que disait Ariane, c'est qu'effectivement, dans cette pizzeria, par exemple, il y avait beaucoup d'autres gens. Et il y a donc Victoria Amelina qui est connue, mais il y avait plein d'autres gens. Et on ne cesse de croiser ensuite sur le terrain des Ukrainiens ordinaires ou un fixeur ou un journaliste qui est passé par là aussi. Donc en fait, c'est des histoires qui sont incarnés par des noms, et c'est très important qu'il y ait ce nom-là, mais ensuite c'est l'histoire de tous les Ukrainiens aussi, et c'est pour ça que c'est important ce type de livre qui peut attirer chez nous l'attention, parce qu'on aime bien aussi s'identifier, puis on aime bien les célébrités, mais cette histoire est extrêmement banale, et tristement banale. Elle est dans une pizzeria, elle est dans un restaurant, elle est dans un lieu totalement civil. En plus, c'est l'époque, contrairement à aujourd'hui, où encore, on se disait, il y a des endroits qui sont plus sécurisés que d'autres, qui ne vont pas frapper sur les hôtels, qui ne vont pas frapper sur des lieux comme ça qui ne sont pas identifiés, qui sont proches de rien. Et en tant que journaliste, par exemple, très souvent, on pouvait choisir de se loger un peu plus loin d'une administration où on savait que ce n'était pas risqué. Et ça, c'est l'une des premières frappes où vraiment ça déborde. Et on se rend compte qu'on n'est plus à l'abri nulle part. Donc c'est ce que ça raconte aussi. Ce qui est arrivé à Volodymyr Vakulenko et à Victoria Amelina dit aussi beaucoup de choses, et vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, Ariane, du projet russe en Ukraine. Il y a l'élimination des civils, on l'a dit, la volonté de détruire l'Ukraine, mais de détruire aussi les témoignages des exactions et tout ce qui a trait plus largement à la culture ukrainienne. Je pense que Véronica sera d'accord avec moi. Les frappes il y a 2 jours sur Kiev, qui ont détruit un nombre incroyable de musées. Le musée de Tchernobyl, qui venait juste d'être rénové, où il y avait une exposition suite à l'anniversaire de cette catastrophe de 1986. Un musée de peinture, des tas de sites culturels. C'est la première fois, au fond, que depuis 2022, la Russie s'attaque au centre et au cœur historique et culturel de la capitale. Et ça veut dire quelque chose quand même. Je pense que c'est un écho à tout ce qu'on vient de dire. Je rebondis aussi sur ce que disait Véronica quand elle disait, comme moi, on n'est pas reporter de guerre. Il y a une chose qui a aussi changé, je pense que tu seras d'accord, c'est que la notion même de reporter de guerre, elle a changé, parce que la notion de front a changé. Parce qu'avec cette révolution technologique des drones, qui ont désormais une portée de 60 à 70 km, c'est exactement ce que tu disais, on n'est plus en sécurité de nulle part, la guerre est partout, il y a moins d'arrière et moins de front, je dirais. Et en l'occurrence, pour revenir à ce projet russe d'élimination de la culture ukrainienne, dans le cas de Volodymyr Vakulenko,
Il a échoué, certes, il a été exécuté et c'est une perte, mais son journal d'occupation, où il raconte pendant plusieurs semaines, parce que tout ça arrive juste après le début de l'invasion à grande échelle, ce que font les Russes dans son village, qui a été depuis libéré par l'armée ukrainienne. Grâce à Victoria, ce carnet donc a été retrouvé au pied d'un cerisier. Il a été numérisé et il est aujourd'hui conservé, je crois, à Kharkiv, c'est ça ? Et il voyage d'ailleurs de musée en musée en Ukraine. Et il voyage. Ce travail de sape de la culture ukrainienne, elle remonte à bien avant, bien sûr, l'invasion à grande échelle. Elle est forgée dans... Alors, elle commence très tôt. Elle commence par... En fait, dès l'annexion de la Crimée, par exemple, on voit déjà que toutes les traces d'ukrainité sont effacées, et à commencer par le fait que l'ukrainien est interdit sur la péninsule, où il reste un certain nombre d'Ukrainiens quand même, parce que beaucoup de gens ont décidé de quitter la Crimée au moment de l'annexion. Mais l'ukrainien est interdit dans les écoles. Je me souviens de reportages que j'avais fait là-bas au moment de l'annexion, et j'y suis retournée en 2015, en 2016 pour voir comment avançait justement cette russification. Et il y a eu donc toute l'histoire des passeports. Donc les Ukrainiens qui vivaient là et qui avaient des passeports ukrainiens ont été forcés à prendre la nationalité russe, ou en tout cas voilà le passeport russe. Dans certains cas, forcés aussi à déposer leur passeport ukrainien. Dans les écoles, les cours d'ukrainien ont été annulés. Les cours d'histoire ont commencé avant même qu'il y ait cette attaque massive sur la culture qui est aujourd'hui orchestrée depuis Moscou, avec la réécriture de l'histoire. Il n'y avait pas de réécriture institutionnalisée encore de l'histoire, mais malgré tout, on commençait déjà à raconter une autre histoire aux enfants de Crimée, à les rattacher à la Russie. Je me souviens aussi en 2022, quand Kherson est occupé, Kherson qui a été libéré depuis, les musées ont été pillés au moment du retrait des Russes. Ils sont partis avec des œuvres d'art aussi. Donc il y a cette idée où, alors il y a à la fois effacer la culture ukrainienne et en fait se la réapproprier, ce que font les Russes, et qu'ils expliquent que c'est à nous, et qu'en fait tout ça c'est nous et tout ça c'est la Russie. Et d'ailleurs c'est le discours permanent de Vladimir Poutine, qui ne rate pas une occasion pour dire l'Ukraine c'est la Russie, ils sont nous, nous sommes eux, et en fait il n'y a pas de sujet. Et c'est un narratif qui était un tel rouleau compresseur à rien de chemin qu'ils sont parvenus, je le dis avec des guillemets, ces Russes, à instiller une petite musique selon laquelle il n'y aurait pas par exemple de grand auteur ukrainien. Oui. Véronique connaît ça mieux que moi, mais c'est vrai que moi j'ai découvert par exemple Vasil Stous, qui vient d'être traduit en français, qui est un grand auteur ukrainien du XXe siècle. Tchéchenko c'est plutôt le XIXe, et qui était d'ailleurs un auteur de passion de Volodymyr Vakulenko et de Victoria Amelina. Et c'est vrai que j'avais entendu au début, moi quand je me rendais en Ukraine, parce que je ne suis pas une spécialiste, vous savez, le problème c'est qu'il n'y a pas tellement de littérature ukrainienne, mais c'était aussi un discours très français, puisqu'on connaît la force du discours russe chez l'intelligentsia française, notamment en littérature, où on ne parlait que de littérature russe, et autour de laquelle il n'existait pas grand-chose. D'ailleurs, pardon, oui. Non, je voulais juste dire que d'ailleurs, ce qui est parmi les autres échecs, c'est que de cette politique, c'est que les Ukrainiens, depuis le début de l'invasion, ont commencé à récupérer leur langue aussi et à parler ukrainien, et même les russophones qui n'ont jamais vraiment parlé ukrainien ou dont c'était pas la langue de naissance ont réappris l'ukrainien. Et donc non seulement ils ont réappris l'ukrainien, mais l'ukrainien a muté. C'est quand même une langue vivante, ça le montre. Et il y a des tas de mots qui sont remontés, qui sont réutilisés, et l'ukrainien qui était parlé à Kiev au début de l'invasion n'est plus exactement celui d'aujourd'hui. Et par exemple, moi je parle très bien russe, je comprends l'ukrainien, le surgi qui est mélangé au russe, mais il y a des fois où j'ai de plus en plus de mal, parce que l'ukrainien change, et il s'ukrainise, il se modernise, et voilà, il reprend ses droits. D'ailleurs, preuve de cette obsession russe pour cette culture ukrainienne, il se trouve que dans le village de Volodymyr Vakulenko, occupé donc pendant un temps par les forces russes, la bibliothèque du village a été le QG de ces forces d'occupation russe. Et je crois que vous racontez qu'il y avait, on parlait des auteurs ukrainiens, le Pingouin d'Andrei Kourkov, donc il restait une page par terre. Il était plus épargné que d'autres, peut-être parce qu'il était écrit en russe, mais en tout cas, tous les ouvrages ukrainiens étaient déchirés, brûlés, avec les nounours des enfants de la crèche. C'est vrai que je garderai toujours la vision de cette bibliothèque dans laquelle je rentre, avec cette bibliothécaire désespérée qui a donné toute sa vie au livre, et tout est immonde, des grandes inscriptions que tu connais comme moi, les grands Z noirs, et ils en avaient fait leur QG parce que c'était assez sympathique. Elle avait fait une très jolie bibliothèque avec des dessins d'enfants, c'était gai, c'était propre, c'était douillet. Ils se sont installés là, ils ont tout saccagé, et elle a cru que c'était fini. Et puis elle a réussi à reconstruire sa bibliothèque. Elle dit: je ne garde que les livres russes qui ne sont pas traduits en ukrainien, mais sinon toute sa bibliothèque est devenue ukrainienne.
Encore un mot de cette russification à marche forcée. On y a consacré une émission il y a quelques mois. Les territoires occupés, vous évoquiez la Crimée tout à l'heure, mais il y a bien sûr ce 20% de territoire ukrainien aujourd'hui occupé par les Russes. C'est un laboratoire de cette russification à marche forcée. Absolument, parce que donc la Russie a intégré ces territoires. Elle considère que c'est ces territoires, qu'ils appartiennent à la Russie, donc ils doivent être soumis au même système éducatif, par exemple, que le reste de la Russie. Mais en fait, la mise en application est beaucoup plus violente parce qu'il faut... c'est pas seulement... Enfin, il faut changer les mentalités des enfants. Ça veut dire que les petits Russes qui sont eux aussi à Moscou, à Saint-Pétersbourg, soumis à un embrigadement et à un discours patriotique, pour eux, c'est une continuité. Pour les Ukrainiens, les enfants ukrainiens qui se retrouvent dans des écoles qui sont désormais totalement en langue russe, c'est une nouvelle histoire. Donc il faut complètement aplatir la précédente. Et il y a pas mal de rapports et de recherches. Peu de reportages parce que les journalistes occidentaux et indépendants ne sont pas autorisés dans ces territoires. Donc, et les Ukrainiens risquent leur vie. Il y a eu un reporter qui a été tué. Voilà, donc on ne peut pas vraiment y aller, mais on a quand même des récits et des échos de gens qui réussissent à s'enfuir malgré tout et qui racontent comment, effectivement, il y a une espèce d'embrigadement de force. C'est comme quand on racontait aux petits Africains, nos ancêtres les Gaulois, on raconte aux Ukrainiens, nos ancêtres les Russes, c'est exactement la même chose. Interdiction totale donc de penser à son ukrainité et puis, de manière générale, l'éducation et l'enfance a été prise en main par le Kremlin depuis l'invasion à grande échelle. Et donc, voilà, les enfants sont préparés. Et le pire, c'est que les enfants sont préparés à une confrontation patriotique et militaire avec l'Occident. Et donc, les enfants ukrainiens, donc dans le Donbass, dans des territoires occupés, sont préparés à confronter peuple, leurs frères, parce que eux sont des Ukrainiens en fait. Et quand on leur explique que vous allez vous battre contre ces sales Ukrainiens, c'est qu'on essaie de leur faire croire, on essaie de leur inculquer que ils sont originaires de l'autre côté. Et puis, il y a aussi ces centaines de cas d'enfants qui ont été volés, je ne sais pas comment le dire autrement, par la Russie, auquel on a aussi consacré une émission récemment. Il faut beaucoup d'énergie pour empêcher que l'Ukraine tombe dans l'oubli. Je crois que c'est ce que vous dit la directrice du musée de Kharkiv, Ariane Chemin. Il faut beaucoup d'énergie déployée, ne tombe dans l'oubli, que la culture ukrainienne ne tombe dans l'oubli et que l'Europe n'oublie pas l'Ukraine non plus. Oui, c'est toujours le danger quand il y a une guerre qui dure, qui s'installe, et puis quand il y a une sorte de concurrence, effectivement, entre les guerres. Il y a toujours des gens qui vous disent, mais vous vous intéressez à l'Ukraine, pourquoi vous n'allez pas à Gaza? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut quand même être un tout petit peu spécialiste pour essayer de raconter ce qui se passe. On ne peut pas y aller à Gaza, en l'occurrence. En plus, il faut être un petit peu spécialiste pour... Mais je trouve quand même que l'Ukraine garde... dans l'esprit des Français, une place particulière qui n'est pas forcément celle d'autres pays européens, et ça c'est toujours intéressant. Et puis surtout, il faut rester extrêmement vigilant parce que la propagande russe, elle, ne faiblit pas, et elle prend même parfois un certain essor en France, et c'est ça aussi qui peut inquiéter les Ukrainiens. Encore un mot de cette résistance culturelle ukrainienne. Vous êtes rendu lors de ce voyage que vous avez fait en Ukraine, cette mission du sud au nord, à l'opéra d'Odessa. Malgré les alertes, malgré la guerre, c'est un opéra, vous racontez, qui ne désemblit pas, Véronica. C'est un des moments les plus forts et les plus joyeux en fait de ce reportage parce que effectivement l'opéra a fermé comme tous les lieux culturels. Il faut savoir qu'Odessa est un petit peu épargné, mais pas tant que ça parce qu'il y a quand même des bombardements quasiment toutes les nuits et qui se sont intensifiés récemment. Et donc à ce moment-là, c'était au printemps. La salle la capacité de la salle correspond à la capacité des sous-sols dans lesquels peuvent se réfugier les gens. Donc au lieu de recevoir, je ne sais plus combien de places, mais plusieurs milliers de places, là ils reçoivent 1000 personnes, mais c'est à guichet fermé par rapport aux capacités du temps de guerre, de la loi martiale, parce que 1000 personnes peuvent trouver refuge dans les sous-sols de l'opéra. Et donc, à chaque fois qu'il y a une représentation, il y a 1000 personnes qui viennent assister à la représentation. Les artistes sont sur scène, il y a leurs enfants souvent dans les coulisses, parce qu'ils ne peuvent pas être gardés ou parce que les parents ne veulent pas les laisser quand eux peuvent être parfois coincés pendant des heures parce que quand il y a une alerte anti-aérienne, il faut descendre dans les sous-sols ou au moins, en tout cas, on ne peut pas circuler dans les rues. Donc les parents emmènent ceux qui n'ont pas d'autre solution, emmènent leurs enfants. Le répertoire a totalement changé. J'ai rencontré à la même occasion, j'en avais fait un portrait, une ancienne prima donna de l'opéra, enfin qui va prendre sa retraite bientôt et qui racontait qu'ils ont dû abandonner
à regret aussi parce que ils ont toute leur vie chanté et dansé des œuvres russes qui étaient un peu en dehors de la guerre et qu'ils n'ont jamais considérées comme des outils d'ailleurs d'impérialisme. Mais ils les ont abandonnés. Elles trouvent que c'est justifié parce que c'est l'époque qui le veut et donc le répertoire est totalement ukrainien. Ils redécouvrent à cette occasion aussi à la fois des œuvres un peu anciennes qui étaient méconnues. Il y a un renouveau aussi du spectacle contemporain, donc des jeunes artistes et chorégraphes qui se lancent aussi dans des nouvelles créations. Et c'est un vrai lieu de vie à Odessa, très impressionnant. Oui, la guerre a ceci de paradoxal, Ariane Chaumont, et je crois que ce n'est pas que l'apanage de l'Ukraine. Elle a ceci de décupler une espèce d'énergie créatrice. Oui. Victoria, dont vous parlez dans votre livre, alors elle avait mis sa carrière d'écrivain de côté pour précisément se consacrer à ce travail d'enquête sur les crimes russes, et c'est ça qui l'a mis sur la piste de Volodymyr Vakulenko, mais elle écrivait des poèmes, nombre d'Ukrainiens sont mis à écrire. Vous serez à Kiev dans quelques heures parce qu'il y a un festival de littérature. C'est le paradoxe. Ouais. C'est le paradoxe. Vous savez, c'est ce texte très connu d'Adorno, est-ce qu'on peut encore écrire de la poésie après Auschwitz? Eh bien, les Ukrainiens, pour beaucoup, n'ont plus pu écrire de romans. J'ai entendu encore il y a quelques jours Andrei Kourkov qui dit en fait, je vais faire de la non-fiction parce que j'arrive plus à faire du roman parce que ce qui se passe sous mes yeux est tellement fou et tellement dingue que je vois pas pourquoi je vais inventer autre chose. Victoria Amelina, effectivement, elle avait décidé de se consacrer à des essais et à de la poésie qu'elle écrivait notamment dans le couloir de son appartement, que chaque fois qu'il y avait une alerte, plutôt que de passer 3 heures à rien faire, eh ben, elle écrivait de la poésie. Et beaucoup de soldats au front, parce que c'est facile sur un téléphone d'écrire des poèmes, écrivent des vers et les postent sur leur compte Facebook. Ukraine vaincra, c'est la dernière phrase du cahier de Volodymyr Vakulenko, écrite le 21 mars 2022, trouvée donc au pied d'un cerisier pas encore en fleurs par Victoria Amelina. Force est de constater que donc 4 ans après que ces mots ont été écrits par Volodymyr Vakulenko, l'Ukraine, si elle n'a pas gagné la guerre, ne l'a pas perdue non plus. Véronica, il y a les territoires amputés, bien sûr, 20% du territoire ukrainien, c'est énorme, mais la capacité de riposte des Ukrainiens, qu'on a vu encore il y a une dizaine de jours, reste impressionnante. Alors, elle est impressionnante, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que le front, même si ces 20% de territoires sont occupés, en fait, le front n'a quasiment pas bougé. Depuis 2023, et après la contre-offensive ukrainienne, quand ils ont pu récupérer des territoires... Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ce front-là, malgré les bruits de bottes et les raclements de sabres et les menaces de Vladimir Poutine, en fait, le front bouge de quelques centaines de mètres, il recule, il avance, et tout ce que les Russes délivrent, c'est en fait des champs de ruines. Donc ils finissent par occuper des villages ou des agglomérations totalement décimées, défoncées, où il n'y a plus de vie possible même, qu'il faudra raser s'il faut reconstruire un jour. Et donc ce front n'a pas bougé. Et par ailleurs, les Ukrainiens ne sont pas restés les bras croisés parce qu'effectivement, au début de la guerre, ils avaient terriblement besoin du soutien occidental, du soutien européen, américain. Ils dépendaient beaucoup de notre aide et de notre armement. Ils ont appris à en fabriquer eux-mêmes des armes. Ils sont devenus leaders, je crois, alors je ne suis pas spécialiste militaire, mais je crois leaders mondiaux des drones en tout cas. Ils ont appris à développer, à fabriquer à une vitesse incroyable des drones qui sont le nouvel outil de cette guerre moderne parce que ça permet de ne plus engager des vies humaines sur le terrain et sur le front et d'envoyer ces drones qui peuvent frapper de plus en plus loin. Donc les Russes continuent un peu à l'ancienne. Donc c'est une machine beaucoup plus lourde, la machine russe. Et puis en plus, ils sont en offensif, ils ne sont pas en défensif. Donc ils ont besoin de mettre en œuvre beaucoup plus de force. Donc les Russes continuent à envoyer des hommes, à perdre énormément d'hommes. Donc on n'a pas de chiffres définitifs et exacts parce qu'ils ne communiquent pas, mais selon les décomptes, l'évaluation la plus basse, c'est 200 000 morts. Et l'évaluation la plus haute va jusqu'à au-delà d'1 million de morts et de blessés et de disparus. Donc et les Ukrainiens calculent à peu près 1000 pertes par jour du côté russe, ce qui est énorme, même pour un pays grand comme la Russie. Donc eux continuent à envoyer des hommes qui se font décimer par les Ukrainiens qui deviennent de plus en plus forts, qui se font décimer à coups de drone. Les Ukrainiens ont réussi à pénétrer l'espace, le territoire russe en profondeur. Donc il n'y a quasiment pas un jour qui se passe sans qu'ils ne frappent une raffinerie, une infrastructure énergétique en profondeur dans la Russie, ce qui déjà met à mal les capacités russes. On le voit, ça commence à porter ses fruits. Et la dernière montée dans les tours du ministère des Affaires étrangères russe, où Sergei Lavrov a appelé Marco Rubio aux États-Unis pour lui dire nous allons, en parlant futur, attaquer Kiev comme s'il ne l'avait jamais fait,
peut montrer en tout cas une certaine fébrilité à Moscou, parce que voilà, on n'a plus que ça, on n'a plus que les menaces, parce qu'on n'y arrive pas. Ils n'arrivent pas, depuis 4 ans, en étant l'armée la plus puissante du monde, ils n'arrivent pas à faire plier l'Ukraine. Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est qu'en fait, toutes les deux, on est obligés d'apprendre le nom des drones, des missiles, autant de choses qu'on ne connaissait pas du tout. Moi, j'étais bien sans les connaître. Jamais on avait vous en seriez imaginé. bien passé, cela dit. Mais c'est vrai que la question des drones, je ne vais pas vous faire de vous ce que vous n'êtes pas, mais en néophyte que nous sommes, il y a quand même un retournement de situation extraordinaire. L'Ukraine, effectivement, depuis le début de la guerre, a appelé et on a reçu à l'aide les Européens. La guerre déclenchée par Donald Trump contre l'Iran a fait que des émissaires ukrainiens ont été envoyés pour aller conseiller les pays du Golfe. Je lisais là que peut-être bientôt l'Ukraine allait exporter des drones. On parlait de la capacité qu'a la guerre à décupler l'énergie créatrice. C'est le cas aussi. Bon, c'est malheureux, mais c'est le cas aussi dans l'armement et dans la technologie. Toutes les guerres, à vrai dire, la Première Guerre mondiale aussi, les grands progrès de la médecine et parfois des grands progrès démocratiques sont souvent arrivés après des conflits. Et là, par exemple, la place que prennent les femmes dans la société ukrainienne, comme on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a permis le droit de vote, mais aussi, par exemple, de grandes découvertes médicales. Il suffit d'aller dans une ville de l'ouest de l'Ukraine, comme Lviv, où il y a les plus grands hôpitaux extrêmement aidés, il faut dire, par l'aide occidentale, pour voir des scènes qui, moi, me fascinent, c'est-à-dire ces jeunes hommes avec des prothèses qui, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, s'exhibent, qu'on customise même parfois. J'ai été même dans une station-service où j'ai vu que maintenant, on vendait des petits doudous à accrocher à sa prothèse et on voit ces jeunes hommes ce sont les traces visibles de la guerre qu'on ne cache pas cette fois-ci, mais ce sont aussi le nec plus ultra de la prothèse telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans le monde. Donc ça, ce sont les progrès des guerres. C'est intéressant ce que vous dites sur le rôle des femmes parce que ça fait écho à un livre posthume de Victoria Amelina qui s'appelle « Regardez les femmes, regardez la guerre ». Il se trouve dans les histoires que vous racontez dans votre livre que les femmes, comme bien souvent, sont en première ligne. Elles ont cherché la mère de Volodymyr Vakulenko a cherché son fils pendant des mois, son ex-femme également. Et effectivement, depuis 4 ans que dure cette guerre, on les voit, ces Ukrainiennes, résister, prendre les frapper aux portes closes, remplir des formulaires. Il y a quelque chose aussi de singulier là, où ça s'inscrit dans la longue histoire des femmes et de la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que Volodymyr le président ukrainien, il a décidé de mobiliser non pas la très jeune classe d'âge pour la ménager, mais plutôt les trentenaires, les quarantenaires, etc. Et donc, c'est vrai que quand on se promène, il y a plus de femmes dans les rues, mais il y a toujours aussi ce petit soupçon qui s'installe quand on voit un trentenaire ou un quarantenaire qui est là. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'on se demande pourquoi il n'est pas au front. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'Ukrainiennes qui me disaient, moi, si mon mec n'était pas au front, je ne sais pas si je l'aimerais encore. C'est vrai, ça renouvelle évidemment toute l'histoire de l'amour, de la séduction, et puis aussi tous ces gens qui sont effrayés à l'idée un jour d'être, parce que ce sont des scènes terribles à laquelle on assiste quand l'armée ukrainienne décide de prendre de force quelqu'un et de l'envoyer au front. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui se sont engagées, qui combattent. Et ça, c'est une particularité, je pense, en tout cas par rapport à l'ennemi en face, où dans l'armée russe, il n'y a quasiment pas de femmes. En tout cas, elles ne sont pas du tout visibles. Alors qu'en Ukraine, les femmes sont à des postes de commandement. Il y a des bataillons féminins. Il y a des femmes qui sont, par exemple, j'avais fait un reportage aussi sur celles qu'on appelle les sorcières de Boutcha, celles qui sont autour de Kiev et qui chassent les drones, en fait, qui abattent les drones. Donc, c'est un petit effet de communication pour celles-là, par exemple, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est des femmes. Et la plupart, d'ailleurs, sont à la base des civils. Ils ne sont pas du tout des militaires. C'est des mères de famille qui rentrent le jour, donnent à manger à leurs enfants et les amènent à l'école. Et le soir, passent la nuit dans la forêt de Boutcha pour abattre des drones. Donc, en fait, c'est aussi le signe, effectivement, que les femmes deviennent plus visibles, mais que la société ukrainienne, en fait, est quand même très moderne aussi. Et ça veut dire que c'est à l'image de la société ukrainienne aujourd'hui. C'est que tout le monde combat et c'est pas simplement les hommes au front, les femmes gardent le foyer et sont en arrière-front. C'est vraiment le pays tout entier. Et les femmes sont effectivement très visibles et très importantes dans cette guerre. On est dans quelque chose qui ressemble à une forme de blocage, quoi qu'on n'a pas oublié que la guerre du Donbass a commencé en 2014. À qui profite le temps qui passe, question posée. Ces Ukrainiens que vous avez beaucoup vus et que vous voyez encore toutes les deux, qui n'ont pas perdu la guerre, mais qu'ils sont fatigués, Ariane, fatigués d'être résilients depuis 4 ans.
Ils sont fatigués, mais ils sont résilients parce qu'ils n'ont pas le choix, au fond. Je pense qu'ils ont... Que faire d'autre quand vous êtes âgé, que vous n'avez pas envie de quitter votre maison, quand, comme Volodymyr Vakulenko, vous ne pouvez pas quitter votre village parce que votre fils est autiste et ne peut vivre qu'avec vous et qu'avec sa grand-mère. C'est ça aussi, la résilience, c'est une forme d'obligation. Et c'est vrai qu'on s'est tous émerveillés sur... C'est vrai que les Ukrainiens émerveillent les Français. Beaucoup de gens disent mais comment ils font. Et puis il y a aussi cet attachement très particulier à la maison, aux animaux, qui empêche aussi beaucoup de gens de partir. Mais c'est vrai qu'il reste là. Alors de toute façon c'est compliqué de conjuguer une guerre au futur, mais le courage, qui est un mot qui avait quand même un peu disparu de nos discours et de notre civilisation, eh bien il est là. Écoute des Russes, Véronica. Côté russe, alors il y a de la fatigue aussi, il y a une lassitude en fait de cette guerre parce qu'on leur avait promis, pour ceux que ça intéressait, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, ça n'intéressait pas grand monde au moment où cette invasion à grande échelle commence et où Vladimir Poutine déclare l'opération spéciale. Il y a des va-t-en-guerre, il y a des gens qu'on voit qui sont complètement scandalisés par ce qui se passe et qui sont contre cette guerre. Et puis il y a des tas de Russes pour lesquels c'est la suite un peu de ce qui se passe depuis 2014, un peu loin. On parle d'Ukrainiens, mais qui font pas très attention. Et globalement, mais quand même, on leur avait promis quelque chose qui ne durerait que 3 jours et qui n'aurait aucun impact sur leur vie. 4 ans plus tard, il y a des drones qui arrivent jusqu'à Moscou. Il y a des incendies de raffineries pendant des jours et des nuits, et des villes qui vivent sous un ciel noir. Il y a des enfants, enfin des hommes qui meurent au front, et même si on n'en parle pas officiellement et que la propagande tait le nombre de victimes, il n'y a quasiment plus une ville ou un village où il n'y a pas des tombes et puis des gens qui connaissent quelqu'un qui est parti, qui a été mobilisé, qui s'est engagé tout seul d'ailleurs parce qu'on promet beaucoup d'argent. En fait, la guerre a fini par infiltrer aussi toute l'existence des Russes. Et puis, pour aller jusqu'au problème principal qui touche pour le coup tout le monde et qui a fait réagir plus que même les tombes, c'est les coupures d'Internet. Oui, et là, les Russes... Vous avez consacré un de vos derniers papiers dans Libé. Racontez-nous, en fait, les autorités russes font une espèce de test à grande échelle depuis plusieurs semaines. Donc, il y a une obsession très ancienne de la Russie de faire un peu un Internet à la chinoise, donc de mettre la Russie sous cloche pour couper. Alors, au départ, c'était plus des histoires de contrôle de la pensée, des discours et de l'expression. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de sécurité aussi, parce qu'un Internet ouvert, ça veut dire des drones qui peuvent voler, ou ça veut dire de la reconnaissance ennemie. Et donc, depuis le début de l'année, il y a des coupures très massives, et notamment dans les grands centres. Les régions frontalières de l'Ukraine, celles qui étaient vraiment très proches et qui étaient sous les missiles, connaissent des coupures d'Internet depuis très longtemps, mais ça, on n'en parlait pas parce que c'est loin et ça concerne personne. Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est le centre du pouvoir, c'est le centre de l'économie russe. Et là, il y a des gens qui ne peuvent plus commander un Uber ou qui ne peuvent plus se commander à manger. Il faut savoir que la société russe est extrêmement connectée, beaucoup plus que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opération bancaire ou une inscription à l'école qu'on ne fait pas avec son téléphone sur Internet. Sans parler de Telegram, qui est le réseau social principal en Russie et qu'utilisent les grands-mères. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un geek connecté. Tout le monde l'utilise. Et vous sentez la grogne il y a une grogne qui monte, monter. et c'est la première fois qu'il y a une vraie grogne et qui dépasse complètement le discours politique ou les habituels critiques, qui a été formulée même dans les cercles du pouvoir. On a pu les entendre se disputer au Parlement, à la Douma, de dire mais quand même, est-ce qu'on n'y va pas un peu trop fort? Vladimir Poutine qui a dit mais on verra, on réglera. Enfin, donc ça remonte. Pas suffisamment pour l'instant pour faire déborder le chaudron, mais en même temps en Russie, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait le faire déborder. Mais effectivement, c'est la première fois que ça arrive. Et donc pour les Russes, il y a cette espèce... Mais alors le problème, et on retombe sur un problème très ancien, c'est qu'ils ne font pas nécessairement le lien, la plupart, entre le fait qu'il y a un pays souverain, voisin, qui est attaqué et frappé tous les jours, et ces coupures d'Internet. Il n'y a pas encore le lien. Il y a une espèce de... fantasme, un peu de wishful thinking pour le dire en très mauvais français, qui a émergé aux alentours des cérémonies du 9 mai, avec ces cérémonies russes sous prétexte que la menace ukrainienne était forte, qui se sont fait de façon très restreinte. Les Russes ayant choisi le 9 mai pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale et non pas le 8. Est-ce que côté ukrainien...
c'est un discours dont on s'alimente, de se dire ça va pas bien de l'autre côté, où on reste focus sur ce qu'on a à faire. Cette année-ci, ça a donné lieu à un communiqué de Volodymyr Zelensky quand même assez drôle. Bon, c'est quand même une constante en Ukraine. On garde le sens de l'humour, un humour souvent d'ailleurs un peu cynique. Surtout quand on vient de la balle comme Volodymyr Zelensky. Exactement. Et donc, il a fait un petit communiqué qui a fait rire tout son pays parce qu'il a dit « J'autorise le défilé de l'armée rouge, sur la place rouge de l'armée russe ». Il y a des dates symboliques qui sont toujours observées avec attention parce qu'on se dit tiens, qu'est-ce qui peut arriver. Même je me souviens que l'anniversaire de Volodymyr Zelensky ou l'anniversaire de Vladimir Poutine, tout d'un coup tout le monde regarde. Et là, quand il y a eu ces énormes frappes il y a quelques jours, tout le monde s'est dit ça peut être une riposte à quoi? Tout le monde réfléchit, mais ça reste quand même très obscur et c'est ça qui fait la douleur de cette guerre, c'est que tout est imprévisible. Poutine est imprévisible. Et les Ukrainiens n'ont qu'à guetter leur téléphone et les alertes pour savoir s'il faut descendre dans les caves. Volodymyr Zelensky, image de lui sur les sites à Kiev des dernières frappes auxquelles vous aviez consacré un portrait, un long portrait, Ariane, et pour lequel on vous avait reçu. Quoi qu'on en dise, 4 ans après le début de l'invasion à grande échelle, il est toujours là. Il est toujours là, évidemment. Beaucoup voudraient le voir. Il suffit de lire le journal du dimanche avec les sinus pour vous explique qu'en fait, ce serait vraiment bien qu'il y ait des élections, ce serait vraiment bien qu'il soit battu, et ce serait vraiment bien qu'il y ait un nouveau président ukrainien qui fasse la paix avec Poutine, mais il est toujours là. C'est un enjeu, ça, pour les Ukrainiens qui incarnent le pouvoir, des élections. Il y a une attente de ça, ou c'est vraiment pas le sujet ? Ça dépend des périodes. En fait, plus la pression est forte et plus, par exemple, Volodymyr Zelensky, quand il sort du bureau ovale où il se fait insulter devant le monde entier par Donald Trump, sa cote de popularité monte en flèche. Parce que pour les Ukrainiens, il a tenu bon, il n'a pas perdu la face, il a été humilié, mais il a pas, ils ont vu en lui le défenseur aussi de la dignité ukrainienne. Donc en fait, dans les moments de pression, il reste quand même globalement derrière lui et considère qu'en leader de guerre, il fait le boulot. Et puis il y avait, pendant la première année en tout cas, ou peut-être 2 ans, il y avait cette espèce de consensus de, voilà, on réglera nos comptes plus tard. L'Ukraine a plein de problèmes. Politiquement, il y a des tas de choses qu'il n'avait pas eu le temps de faire depuis 2019, avec lesquelles il était arrivé au pouvoir. 2017, pardon. On l'a pas... mais on réglera les comptes plus tard. Et les Ukrainiens... Alors, il y a des problèmes aussi, parce que la corruption n'a pas disparu. Au contraire, il y a des scandales qui émergent régulièrement. Mais malgré tout... si on arrête en fait un Ukrainien dans la rue dans une journée un peu tranquille où il n'y a pas eu de grosses crises précédemment, ni diplomatiques, ni locales, et pas de gros bombardements, il va dire oui, effectivement, politiquement ça va pas du tout, notre Parlement est quasiment bloqué, ils sont tous corrompus, mais en même temps tout le monde est bien conscient qu'on ne peut pas organiser des élections par les temps qui courent, qu'on ne peut pas simplement, mais physiquement, on ne peut pas avoir des gens qui font la file devant un lieu où ils se concentreront toute la journée, et ni à Kiev, ni à Kharkiv, plus près des frontières, ni même à Lviv, qui est beaucoup plus loin, mais qui est frappé quand même. Donc, techniquement, on ne peut pas organiser des élections. Et là, les Ukrainiens sont pas fous, ils savent très bien. Par ailleurs, ils disent tous, vous inquiétez pas, dès que la possibilité, on l'aura, on votera, parce que nous, la démocratie, c'est super important. On a déjà fait tomber des gens qu'on n'aimait pas. Ils font souvent référence à Maïdan, à la révolution orange de 2004. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, la démocratie, c'est bon, oui, on est vaccinés, voilà, on va pas se faire avoir. Je vois qui c'est. Oui, parce que j'ai entendu la même chose. Si le scandale de corruption remontait encore un peu plus haut, rue Bankova. Oui, le faisceau quand même se rapproche petit à petit. Qu'est-ce qui arriverait? Et moi, effectivement, j'ai entendu la même chose que Véronica, c'est on en prendra un autre. Il nous reste quelques instants avant d'arriver au terme de cette émission. La guerre change les destins. Qui sait comment il se comporterait en temps de guerre? Vous le disiez tout à l'heure, c'est vous, Véronica. On ne sait pas, on ne peut pas savoir et on n'a pas idée. Il a changé le destin de Victoria, donc de l'écriture à la documentation des crimes russes. Il a changé aussi, vous l'avez raconté brièvement, le vôtre, Ariane, quand la guerre a commencé en février 2022. Vous n'êtes pas reporter de guerre. Ici en France, vous êtes très connu pour vos enquêtes politiques. D'ailleurs, vous hésitez quand on vous propose d'aller en Pologne, je crois, raconter cette guerre. Depuis, vous êtes retourné une dizaine de fois. Je le disais tout à l'heure, vous y serez encore demain. Si vous deviez parler de ce pays à quelqu'un qui ne le connaît pas, qu'est-ce que vous lui diriez ? Que c'est forcément, on est toujours attiré par les pays qui vous ressemblent.
Moi, quand je rencontre les Ukrainiens, je rencontre les gens comme nous. Donc, évidemment, j'ai pas hésité à y aller. J'ai hésité à y aller parce que Vous ne sentiez pas légitime? Je me suis dit, est-ce que je vais savoir faire? Mais en revanche, j'étais animée d'une espèce de révolte, je sais pas comment dire, une sorte de révolte européenne, voilà, qui est très générationnelle, je crois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté là? On m'a dit qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Et de voir ce pays si proche, attaqué dans une forme d'indifférence quand même au départ, avec... il ne faut pas oublier les premiers mois, tous ces discours qu'on répétait, les peuples frères, il ne faut pas oublier la Russie, et Poutine, il faut le mélanger et tout. C'est vrai que ça m'a énervée. Et vous, Véronica, vous êtes retrouvée aussi dans une guerre qui n'était pas la vôtre. C'était pas ma guerre, mais je suis d'origine russe, donc c'était quand même mon pays d'origine que j'ai chéri et que j'ai grandi en découvrant et en me réappropriant. Et tout d'un coup, tout ça volait en éclats. Et non seulement je suis d'origine russe, mais mon mari est d'origine ukrainienne, donc c'est devenu ma guerre. Pas par le boulot, mais parce que voilà, je me suis retrouvée un peu au milieu de tout ça. Et c'est vrai que la pensée que on s'était jamais vraiment posé la question jusqu'à ce que cette guerre arrive et que tout d'un coup, même dans ma famille, il y avait des gens qui étaient de l'autre côté et ma belle-mère qui est ukrainienne mais qui vit en Russie et dont certains proches en Ukraine ne veulent plus lui parler parce qu'elle est quand même en Russie, elle est côté russe même si elle est contre cette guerre. Et en fait, le fait que cette guerre absurde qui n'aurait jamais dû arriver, et je crois que c'était les titres des premiers éditos qu'on a écrits en 2022, c'est la guerre qui ne devait pas avoir lieu, qui aurait pu ne pas avoir lieu si, alors on va pas refaire l'histoire, mais c'est absurde. En fait, c'est absurde pour les Russes, c'est absurde. Alors pour certains Russes, c'est absurde pour les Ukrainiens et c'est absurde pour nous parce qu'on est en Europe et qu'au XXIe siècle, ça devait plus se passer. Et il faut continuer pour autant à raconter ces histoires dans l'histoire. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin sur ce plateau. Ariane Chemin, La guerre, ce sont les noms propres des éditions du Sous-sol. Magnifique récit de ces deux écrivains ukrainiens tués par les forces russes, victimes de crimes de guerre. Et ce récit permettra peut-être aussi un jour que les responsables et commanditaires soient jugés. Véronica Dorman, merci infiniment d'être venue sur ce plateau. On vous lit dans Libération, bien sûr, une émission à revoir en replay, réécoutée en podcast. On se retrouve juste après la pause.